11 août 1974, un jour tragique pour l'ancienne compagnie aérienne Air Mali. Il y a 49 ans, de retour de la Mecque, 59 personnes perdaient la vie suite à un crash d'avion dans un village non loin de Ouagadougou. Les anciens travailleurs de la compagnie malienne se recueillent sur les tombes des victimes à Ouagadougou. Des détails sur cette commémoration dans quelques instants. Dans cette édition, il sera question de fake news ou de fausses informations. Elles sont distillées de manière volontaire pour induire les internautes dans l'erreur. Cela souvent à des fins politiques, mercantilistes, idéologiques, entre autres. Zoom sur cette pratique dans quelques instants. Vous êtes sur ORTM 1 et vous avez fait le bon choix pour vous informer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Je vous le disais à l'instant, les membres de l'association des anciens travailleurs d'Air Mali se sont rendus dans la capitale burkinabé pour se recueillir sur les tombes des 59 personnes décédées suite à un crash dans un village près de Ouagadougou. C'était il y a 49 ans. Cet avion d'Air Mali était de retour de la Mecque. Retour sur cette commémoration avec nos envoyés spéciaux à Ouaga, Moudibou Mariko et Sambou Diakité. Le vieux Ségou Danyogo du haut de ses 85 ans semble supporter le poids de l'âge et des séquelles du crash d'avion dont il est l'un des rares survivants. Mais à la vue des tombes de ses camarades victimes de cet accident 49 ans après, il n'a su contenir ses émotions. Ce grave accident d'Air Mali a eu lieu un 11 août 1974 dans le village de Bogoutenga à 45 km de Ouagadougou au Burkina Faso. Il y avait à bord de l'appareil russe un Ilyushin 18 de la compagnie d'Air Mali, 72 personnes qui venaient de Djeddah à la Mecque pour accomplir les petits pèlerinages la Oumoura. Seules 13 personnes ont survécu, parmi lesquelles 9 Maliens. Je suis très ému parce que nous étions 8 membres d'équipage qui étaient sur la déclaration générale. Le technicien accompagnateur avait un billet, lui. Et les 7 sont morts, Dieu m'a sauvé, moi. Et quand je reviens sur les lieux et que je visite les tombes de nos camarades, je suis énormément choqué, énormément ému. Mais c'est le fait de Dieu, je n'ai pas choisi. D'accord. Et nous avons souhaité qu'on n'oublie pas Air Mali, c'est ça notre objectif, qu'on perpétue la mémoire d'Air Mali et que ce que nous avons réalisé pour le transport aérien, nous avons une part du ciel du Malien dans le ciel africain, que nous avons conquis de haute lutte. Il ne faut pas qu'on nous oublie, nous avons été les pionniers, parce qu'on ne pensait pas que les Africains pouvaient faire ça, et nous l'avons réalisé. À l'initiative de cette visite de recueillement et de bénédiction pour les victimes, l'ATAM, l'association des anciens travailleurs d'Air Mali, au programme à Ouagadougou, en plus du recueillement sur les tombes, une grande cérémonie de lecture du Coran dans une grande mosquée de Ouagadougou après la prière du vendredi. Des moments de recueillement chargés d'émotions pour les représentants des victimes qui se voient soulagés du coup après avoir accompli ces gestes d'un lourd fardeau qu'ils portaient des années. Vous voyez que ce cimetière est abandonné. Au vu de ce que nous avons constaté, il serait souhaitable que ces corps soient vraiment transférés à Bamako. L'association n'a pas les moyens. Une délégation de 11 personnes pour porter la voix des familles de 9 survivants maliens. Des familles qui font désormais du rapatriement des restes de leurs parents un objectif prioritaire pour lequel ils demandent l'accompagnement de l'État et de toutes les bonnes volontés. Et cela est d'autant plus urgent que ce cimetière est en abandon depuis près de 20 ans et les dernières nouvelles font état du déblayage du site en fuite d'un projet important de construction d'écoles. Retour au Mali en troisième région, le mouvement patriotique pour la solidarité Malikanou salue la mobilisation du cercle de Kadiolo lors du référendum du 18 juin. Une cérémonie qui a regroupé des chefs de village et des représentants des associations de la société civile, nous dit Moustapha Doumbia. C'est une reconnaissance des efforts du cercle de Kadiolo pour sa forte mobilisation lors du référendum du 18 juin 2023. La population des 9 communes du cercle, dans sa grande majorité, a voté en faveur du projet de constitution. La cérémonie de reconnaissance est initiée par le mouvement patriotique pour la solidarité nationale Malikanou. Kadiolo a fait un score honorable. Ils sont venus premiers parce que 98,5%, c'est quand même, il faut revenir leur remercier, les féliciter. En plus de ça, notre mouvement, c'est soutenir la transition. La journée de reconnaissance a enregistré la présence des autorités administratives et politiques, des chefs de village, des représentants des associations de jeunes et de femmes. Elle est marquée par des témoignages, des prestations d'artistes et des sketchs. Nous sommes très fiers. Fiers parce que c'est une reconnaissance méritée. Fiers parce que ce mouvement a
su connaître les difficultés dans lesquelles nous nous sommes battus pour avoir ce résultat-là. La journée de reconnaissance a pris fin par des prières et des bénédictions à Zégoua, à 15 km de Kadiolo. Des bénédictions en faveur de la transition et de ses autorités. Après Sikasso, cap sur Kaïk pour nous intéresser à la célébration le 12 août passé de la Journée internationale de la jeunesse par le Conseil local de la jeunesse. Elle a été marquée par la tenue d'une conférence autour du thème Le fleuve Sénégal, une mamelle de la région de Kaï en danger, quelle solution, ainsi que la plantation d'arbres et un match de football. Les temps forts de cette cérémonie avec Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. La jeunesse de la région de Kaï, pour célébrer la journée internationale qui lui est dédiée chaque année depuis 1999, a choisi la tenue d'une conférence en vue de trouver une solution à la dégradation du fleuve Sénégal. Par rapport à la pollution du fleuve Sénégal et les problèmes avec les enjeux que le fleuve Sénégal joue à ce moment, maintenant c'est appeler à la jeunesse de faire une réflexion, d'échange et donner une idée de comment nous, en tant que jeunes, ce qu'on peut faire par rapport pour trouver une solution durable à ça. Le thème régional choisi par la jeunesse de Kaï colle parfaitement avec celui du niveau national, selon le président du conseil régional de la société civile de Kaï. Au niveau du thème national, on parle de la consolidation de la paix, la cohésion sociale et du vivre ensemble. Ça colle parfaitement parce que l'inverse, c'est autour du fleuve Sénégal, qui est un grand moteur intégrateur des 4 pays. S'il n'y a pas la cohésion sociale, s'il n'y a pas la parfaite entente, s'il n'y a pas le bon vivre ensemble entre les communautés de ces 4 pays, alors on n'allait pas créer l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal. La journée internationale de la jeunesse est une belle opportunité, non seulement pour les jeunes d'échanger d'une part, c'est une journée plateforme où les jeunes échangent avec les gouvernants sur les grandes lignes directrices de la vie de la nation, mais aussi et surtout la place et le rôle prépondérant qu'ils doivent jouer dans le processus de développement du pays. En plus de la conférence tenue autour du thème « Le fleuve Sénégal, une mamelle de la région de Kaï en danger, quelle solution ?», la célébration de la Journée internationale de la jeunesse a également été marquée à Kaï par le lancement de la plantation de 400 arbres couronnés par un match de football. Retour à Bamako où le professeur Aliou Maïga a organisé une conférence débat sur la cybercriminalité. Notre reporter Saloum Konaté a suivi pour ORTM 1. La lutte contre la cybercriminalité constitue un enjeu juridique et économique considérable pour les entreprises. Le développement des nouvelles technologies et la révolution numérique n'ont fait qu'accentuer ces risques auxquels les entreprises sont désormais confrontées. C'est conscient de ce phénomène que le professeur Aliou Maïga, expert du domaine, initie cette conférence débat. C'est là pour partager son expérience après des études approfondies dans le domaine de la cybersécurité. La sécurité, c'est une continuité, voilà, donc il faut le faire tous les jours. Le jour que vous allez vous asseoir sans contrôle, c'est en ce moment que vous serez attaqué par les malfaiteurs. Lorsque j'ai entendu que OpenAI, une société qui faisait larguer les gens, anarquer les gens par rapport à un investissement frauduleux, parce qu'on sait qu'on est dans les besoins d'avoir du boulot, donc les gens se sont fait arnaquer. Bon, il y a plein d'autres types d'arnaques qui se passent. C'est vraiment pour que j'ai pris cette thématique pour que les uns et les autres puissent savoir qu'il y a d'autres types. L'expert entend initier d'autres formations à l'endroit de la jeunesse. Il faut que les gens soient avertis. Quelqu'un qui est averti, vraiment, c'est quelqu'un qui peut mieux se défendre. Donc il faudra prendre ce comportement de tous les jours. Voilà. Et comme je l'ai dit, Zero Trust ne fait pas confiance à quoi que ce soit. Il faut toujours vérifier jusqu'à ce que vous n'avez pas d'éléments qui peuvent vous permettre de vérifier davantage. Voilà. Donc quand vous avez cette confidentialité à vous, quelqu'un qui vous approche, avant de lui donner certaines informations qui peuvent retourner contre toi, vraiment, il faut vérifier. Une série de questions-réponses a permis d'éclairer la lanterne des participants sur les différentes formes de cyberattaques. Le projet Woman Lead de la jeune chambre internationale Bamako Elite est arrivé à son terme. Il avait pour but de promouvoir l'autonomisation des femmes entrepreneurs et aspirantes entrepreneurs de la JSAI Mali. Les organisateurs ont initié un panel pour présenter les acquis du projet. C'était en présence de notre reporter Daouda Kouni.
Le projet Women Lead de la Jeune Chambre internationale Bamako Elite a permis à 5 femmes entrepreneurs d'avoir un accompagnement de 6 mois dans l'entreprise Fibogro. L'entreprise Ubuntu, à travers son incubateur, accompagnera 3 autres femmes à concrétiser leur projet pendant 1 année. Les projets de 3 autres femmes seront financés par Mossadegh Bali, un opérateur économique évoluant dans l'hôtellerie. Lorsque nous avons fini avec la formation, nous avons fait des panels. Après les panels, on a fait aussi le concours de pitch. D'autres diront concours de business plan. Donc, nous avons pris des lauréates qui seront certainement gratifiés lors de cette clôture. Le panel qui marque la fin du projet portait sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin au Mali, croire au potentiel pour relever les défis. J'ai eu du plaisir à l'animer en expliquant qu'à la base, les hommes et les femmes sont confrontés aux mêmes problèmes. Donc, c'est les problèmes liés à l'environnement économique, les facteurs de production qui sont très élevés, le système politico-économique qui a ses réalités. Mais en même temps, nous avons les mêmes opportunités parce que nous sommes un pays dont l'économie a des grands besoins et qu'il faut avoir la capacité de voir ces opportunités, les saisir. Je ne peux que saluer cette initiative, d'abord parce qu'elle vient d'une organisation de jeunes et qui, de façon bénévole, se met à la tâche pour réfléchir, à trouver des idées pour accompagner d'autres jeunes. Inscrit dans le plan d'action du mandat 2023 de la Jeune Chambre internationale Bamako Elite, le projet Women Lead a duré 6 mois. Un mot de culture dans ce journal. La 6e édition de l'émission télé-réalité de l'Ocroix se poursuit toujours au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. 11 candidats se sont produits au cours du 6e Prime le samedi passé. Les temps forts avec Dossé Babadjara. Aider les jeunes talents à devenir des professionnels dans leur domaine et favoriser un brassage culturel, c'est l'objectif de l'émission de divertissement musical Dolocroix ou La Nouvelle Étoile, un cadre musical qui met en compétition les talents des jeunes artistes musiciens. C'est le 6e Prime, maintenant l'émission, ça se porte en merveille. C'est vrai, c'est un peu difficile, mais on arrive à pousser. Chaque candidat à tour de rôle imite un artiste chanteur de son choix en live soutenu par des orchestres. Les prestations sont directement évaluées par un groupe de jury qui prodigue également des conseils aux candidats après leur passage. Les critères sont d'abord la qualité de la voix. Ensuite, on apprécie le candidat à partir de son comportement sur la scène. Et en dernière position, s'il arrive vraiment à mettre le jeune public là debout pour sa cause, alors on pense que le candidat il a vraiment gagné. Sur 11 candidats, 4 sont nominés pour ce 6e Prime. Parmi eux, 2 ont été disqualifiés. Je suis vraiment contente. Mais dans un concours, il y a toujours un gagnant et un perdant. Donc aujourd'hui, c'est nous 2 les élus. Mais eux aussi, ils n'ont pas démérité. Parmi les 9 candidats restants, 4 ont été nominés. Ils vont se confronter 2 à 2 le week-end prochain au prime suivant pour lequel 2 candidats seront également éliminés de la compétition. Nous en venons au 2e titre de ce journal. Il est quasiment impossible de surfer sur Internet de nos jours sans tomber sur une fake news. Les fake news, un anglicisme qui signifie fausse information. Elles sont délibérément fabriquées et diffusées à des fins politiques, mercantilistes, idéologiques, entre autres, avec souvent de lourdes conséquences. On en sait plus avec Boukari Koulibaly. Ces communiqués qui annoncent la proclamation des résultats du bac 2023, cette rivière de pétrole qui coule au nord du Mali, ou encore cette vidéo du président du Haut Conseil islamique, voici autant de fake news. Ces fausses informations inondent les réseaux sociaux et les phénomènes inquiètent. Peut-être c'est un peu négligé, mais le jour au lendemain, ça peut te rattraper, quoi. C'est des trucs vraiment, il faut arrêter. Les réseaux sociaux qui constituent aujourd'hui le lieu d'information relaient aujourd'hui des fausses informations et qui, suivant même a tendance même à substituer le travail des journalistes. Fake news, intox ou infox sont des informations fausses. Elles sont truquées, fabriquées de toutes pièces dans le dessein de manipuler l'opinion publique, la tromper, voire l'influencer.
Il y a plusieurs objectifs. Par exemple, il y a plusieurs acteurs qui sont derrière les fake news. Il y a des opérateurs, des entreprises qui diffusent les fake news contre d'autres entreprises concurrentes dans le but de ternir l'image de ces produits pour que lui, son produit, puisse avoir de l'ascension. Il y a des acteurs politiques aussi qui fabriquent les fake news contre les adversaires politiques dans l'objectif de les nuire. Il y a aussi des web activistes véreux qui fabriquent les fake news pour avoir beaucoup d'abonnés. Parce que lorsqu'ils ont beaucoup d'abonnés, après, leurs pages peuvent servir de page de publicité. Donc, Maliens ont partagé. Quand on commence à dire ça seulement, il faut avoir peur. Parce que, très généralement, ils ont des bonnes informations. Ils font exprès d'en ajouter d'autres couches pour amplifier et avoir beaucoup de vues, beaucoup de partages. Vous allez aussi trouver d'autres types d'informations que nous, les journalistes, nous utilisons. C'est-à-dire que nous mettons de gros titres. Et souvent, quand on regarde le contenu de l'article, ça n'a rien à voir avec le titre qui est mis. Et ça, c'est pour appâter les gens à aller vers l'information. De la décrédibilisation d'une personne à l'alimentation des tensions inter- ou intracommunautaires, les fake news sèment la terreur avec de nombreuses victimes. La première conséquence est que, d'abord pour les hommes politiques, ça conduit à la décrédibilisation des hommes politiques vis-à-vis de l'opinion. Ça pousse au conflit entre des groupes communautaires ou même des États. Tous les jours, les gens se font arnaquer sur le net, les gens sont victimes de diffamation, les gens sont victimes d'injures. On assiste à vraiment un désordre, on peut le dire comme ça. Sur les réseaux sociaux, un manque même de civisme. Les gens sont tellement sophistiqués qu'aujourd'hui, on vous vole tous vos identifiants numériques. Vous ne connaissez pas, vous-même, vous allez vous douter. On vous prend votre en-tête, toute votre signature, on copie tout ça, on met. Vous-même, vous allez dire, est-ce que ça ne vient pas de l'intérieur? Alors que c'est vraiment fabriqué de l'extérieur, on publie à votre nom. Selon les professionnels des médias en ligne, vu la dangerosité des fake news, des dispositions juridiques sont prises. Elles sont réglementées par la loi relative à la cybercriminalité. Il faut que les populations sachent aussi que maintenant il y a la loi depuis justement 2019. Il y a la loi numéro 2019-056 portant répression de la cybercriminalité au Mali. C'est une loi qui s'applique à tout le monde. C'est que cette loi, quand on entend votre voix ou on voit des images que vous avez partagées en premier sur les réseaux sociaux, directement vous pouvez être incriminé pour ça. La vigilance, la vérification des informations et l'éducation à l'utilisation des médias sociaux sont autant de moyens pouvant permettre de lutter efficacement contre les fake news au dire des spécialistes. Toutes choses qui requièrent l'implication de tous, surtout dans le contexte malien où des 6 millions en 2022, on dénombre aujourd'hui plus de 7 millions d'internautes selon le site d'information Data Reportal. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne, Inch'Allah.